Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com 20 minutes et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Bruno Le Roux, député socialiste de Seine-Saint-Denis et président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Bonjour Bruno Le Roux. Merci d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Michel Urvoy, éditorialiste politique de Ouest France, et Pierre Kutcher, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes, sont aussi avec moi. Ils vont co-animer l'émission. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez un peu moins d'une heure pour poser vos questions à Bruno Le Roux sur les réseaux sociaux, #DirectPolitique ou sous votre vidéo, et on se fera un plaisir évidemment de les transmettre à notre invité. Bruno Le Roux, on va d'abord commencer par un sujet d'actualité très récent. On a appris hier soir l'enlèvement d'un Français, Hervé Gourdel, en Algérie, par un groupuscule affilié à l'État islamique. Les ravisseurs menacent d'exécuter leur otage si la France ne met pas un terme à ces frappes en Irak qui ont commencé cette semaine. Est-ce qu'il y a un choix entre la vie d'un otage et un intérêt supérieur comme la lutte contre le terrorisme ? La vie d'un otage est bien entendu quelque chose d'extrêmement important. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'au moment où nous parlons, tous les moyens des services français, l'armée française, de nos services de renseignement, en liaison avec les autorités algériennes, sont mis en œuvre pour essayer de le retrouver vite et de le tirer des griffes de ce groupe sanguinaire. Est-ce que vous avez des informations sur... Non, j'ai des informations sur l'action de l'État français avec l'État algérien qui met tout en œuvre aujourd'hui, au moment où je vous parle, pour retrouver cet otage, pour le libérer. Et dans le même temps, le ministre des Affaires étrangères a dit que ce n'est pas les terroristes qui infléchissent, qui dictent ou qui font la politique de la France. Et nous menons une guerre. Aujourd'hui, nous en débattrons demain à l'Assemblée nationale. Et je dis nous menons une guerre contre les groupes terroristes parce qu'il y a aujourd'hui ce groupe en Algérie, Khalifa, mais il y a Boko Haram, mais il y a Mujayo, mais il y a, nous en discuterons demain, Daesh. Et il y a aujourd'hui tout un groupe, une succession de groupes terroristes sanguinaires qui veulent combattre la démocratie, qui veulent combattre la liberté, et qui le font à coups de couteau, en égorgeant. Eh bien, il y a une guerre de mener. Ce n'est pas les terroristes qui détermineront la volonté des États qui sont aujourd'hui ceux de la coalition à les mettre hors de nuire. La situation est très sérieuse. Manuel Valls donc, va prononcer demain sur ce sujet, enfin sur l'Irak précisément, un discours à l'Assemblée nationale. Je sais bien que la Constitution ne prévoit de vote que pour des opérations de plus de 3 mois, mais est-ce que là, compte tenu de l'ampleur, de la gravité de la situation, il ne faudrait pas que le Parlement se prononce au-delà du débat qui est prévu? Un débat, c'est fait pour mesurer des paroles. Et les paroles demain seront des paroles de soutien. Ensuite, il faut arrêter de se poser à chaque moment exactement toujours les mêmes questions. Faut-il voter, ne faut-il pas voter? Le gouvernement français a engagé, le président de la République a engagé nos soldats aujourd'hui au sein d'une coalition pour aller frapper en Irak des groupes terroristes. Nous allons bien entendu avoir un débat à l'Assemblée nationale. Ce débat, il doit marquer quelque chose de soudé. S'il y avait un vote demain, avec un certain nombre de députés ou de parlementaires qui, pour des raisons ou une autre, voudraient s'extraire de cette nécessaire solidarité. On ne parlerait que pour des raisons politiciennes, des députés peuvent... On ne parlerait que d'eux. On ne parlerait que d'eux. Et je ne crois pas, d'ailleurs, que ce soit le cas. J'appelle à la responsabilité. Mais le débat est au moins clair. C'est l'expression des groupes politiques. C'est l'expression de ceux qui font aujourd'hui... la vie de l'Assemblée en termes de groupes organisés. Ensuite, il y a la Constitution l'oblige au bout de 3 mois, et cette opération me semble être une opération qui ne se passera pas en quelques jours simplement, ni en quelques semaines. Donc je pense que nous serons amenés à voter à l'Assemblée. Mais ce que j'attends du débat demain, et j'interviendrai d'ailleurs dans ce débat en réponse au Premier ministre, c'est qu'au moment où nous avons un otage, j'espère bien que d'ici là nous aurons pu le libérer, mais il y aura un risque aujourd'hui dans toutes ces régions pour tous les Français qui peuvent s'y trouver, pour tous les Occidentaux qui s'y trouvent. Et bien que ce que nous ferons demain à l'Assemblée nationale sera une grande manifestation d'unité contre le terrorisme. Justement, vous allez débattre des frappes en Irak. Est-ce qu'il ne faudra pas aussi frapper en Syrie, puisqu'on sait que les djihadistes sont très présents et que ça sert de base arrière pour l'Irak? Le président de la République a dit aujourd'hui
que nous étions dans la coalition qui frappait en Irak à la demande des autorités irakiennes. Il y a de l'autre côté une coalition qui s'est créée en Syrie, qui a, il y a encore quelques heures, tiré. Les États-Unis ont commencé les frappes aujourd'hui même. Coalition importante d'ailleurs, regardez, puisque les États-Unis en sont la base, mais des pays arabes en font partie aujourd'hui. La France n'a pas vocation à être et à intervenir partout. Elle est d'ailleurs aujourd'hui encore sur d'autres pays, le Mali, où la sécurité n'est pas encore totalement assurée, où il y a des groupes terroristes qui essayent de revenir. La question de la Centrafrique, où nous sommes. Et donc la France assume toutes ses responsabilités. Elle assume peut-être d'ailleurs, depuis maintenant quelques mois, plus que ses responsabilités. Quand je dis plus que ses responsabilités, ce n'est pas plus que ses responsabilités de France. Mais elle assume plus de responsabilités que n'en assument d'autres autour de nous. Et donc, je pense qu'il faudrait, et ce sera le sens d'ailleurs de ce que je demanderai demain à l'Assemblée nationale, c'est que les pays qui sont notamment nos partenaires européens ne regardent pas passifs ce qui se passe aujourd'hui. La France est là pour intervenir. Vous demandez La France a les moyens d'intervenir, la France a des capacités militaires à intervenir, mais les autres pays européens doivent nous prêter concours ou doivent en tout cas toujours considérer l'effort que fait la France. Ce sera l'objet du débat demain, demander une association de l'Union européenne à cette coalition. C'est d'abord expliquer pourquoi la France intervient, et dans le même temps, le débat de demain sera aussi l'occasion de dire que la France a vocation à entraîner autour d'elle les pays qui peuvent la soutenir et qui peuvent l'aider. Alors Bruno Le Roux, on arrive au terme d'une séquence politique très chargée, avec un vote de confiance la semaine dernière, une conférence de presse du président de la République, le retour de Nicolas Sarkozy annoncé dans les médias, et Manuel Valls qui est en Allemagne actuellement et qui rencontre pour la première fois Angela Merkel. On va essayer de décrypter tout ça avec vous, avec quelques questions. D'abord, on a pas mal d'internautes qui nous ont demandé y a-t-il eu des sanctions contre les 31 députés frondeurs qui se sont abstenus lors du vote de confiance la semaine dernière ? La première sanction, c'est, je pense, pour eux, de n'avoir pas été là dans un moment difficile. Et cela restera, je ne crois pas du tout à ce débat qui serait « nous avons pris date » en prenant distance par rapport à la politique qui est menée. Je pense que plus le temps avance et plus ceux qui n'ont pas su assumer leurs responsabilités dans les moments difficiles ne seront pas considérés comme des députés courageux. Donc ça, c'est la sanction, je dirais, oui, médiatique c'est la sanction dans l'opinion. Mais est-ce qu'il y a une sanction politique, vous qui êtes chef du groupe PS ? Oui, et je ne veux pas aller plus loin. Oui, donc il n'y aura pas de sanction. Mais non, oui, il y a bien entendu des conséquences au fait qu'il n'ait pas voté, et je ne souhaite pas aller plus loin devant vous. Quelles conséquences ? Mais dans la vie d'un groupe. Vous pouvez imaginer que dans un groupe que je préside qui fait 289 députés, quand il y a 260 députés qui respectent cette cohésion dans le groupe, qui soutiennent normalement leur gouvernement, et quand il y a une trentaine qui ne le font pas, que croyez-vous qu'il arrive quand il y a des responsabilités à distribuer, quand il y a des rapports, quand j'ai à nommer un certain nombre de parlementaires, quand j'ai des choix? Je fais le choix toujours, et quand j'ai un choix à faire entre un député qui soutient, qui participe à la vie du groupe et qui soutient le gouvernement, et un député qui n'est pas présent au moment où il faut avoir du courage, je n'ai pas besoin de vous dire plus avant quel est le choix qui est le mien. Donc oui, bien entendu qu'il y a des conséquences dans la vie du groupe. Voilà, donc ça va être les moutons noirs du groupe, non, mais justement, c'est bien pour ça que je ne souhaite pas aller plus loin. C'est qu'il y a forcément des conséquences, et que ces conséquences, je ne souhaite pas, eux les connaissent, mais je ne distribuerai pas, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je ne distribuerai pas les sanctions publiquement qui feront que certains se les accrocheraient comme des médailles. Et essaieraient de se faire passer pour ceux qui... non, il n'y a pas. Moi, je sais distinguer des députés qui sont des députés loyaux, de députés qui nous ont manqué dans les moments difficiles, et donc à partir de là, je fonde l'action qui est la mienne avec aussi cette différence. Est-ce que c'est pas eux qui vont plus loin? Parce que on a vu que Christian Paul et Jean-Marc Germain, qui sont deux députés contestataires au Brist, prennent leur distance par rapport au projet de loi de sécurité sociale. Est-ce que vous êtes inquiet quant au résultat de ce vote? Parce que là, c'est majeur. Parce que si ça, c'est pas voté, c'est tout votre plan, tout le CICE, etc., qui tombe à l'eau. Tout est majeur.
Si la confiance n'avait pas été votée, bien il y sûr. aurait eu un gouvernement. Mais là, on est dans le concret. Mais nous étions dans le concret la semaine dernière. Nous serons dans le concret dans maintenant quelques semaines avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale sur lequel je peux vous Puis dire, le budget, sur lequel je peux vous dire qu'il y aura une majorité. Ensuite, il y aura. Mais tous les députés le projet de loi de socialistes ne le voteront peut-être pas. Mais tous les députés socialistes ne le voteront peut-être pas. Je vous l'accorde. Et dans le même temps, je vous dis que ça n'a aucune... Ce serait déjà un événement politique considérable. Mais ça l'a déjà été. Ne pas voter le budget pour des membres de la majorité. Ça l'a déjà été il y a maintenant 3 mois. Donc ce n'est plus quelque chose de nouveau. Ça l'a été sur le projet de loi de finances rectificative au mois de juin. Et donc ces députés ont montré qu'ils n'étaient pas là au moment où il fallait prendre les décisions difficiles, même des décisions d'ailleurs qui étaient plus faciles. Les décisions sur le projet de loi de finances où nous avons rendu plusieurs milliards aux Français sur l'impôt. Voilà, c'était des décisions qui étaient dans cette loi de finances. Donc, je veux vous le dire, ce débat aujourd'hui n'intéresse plus personne. Il y a des députés qui ne sont pas là et qui nous manquent dans les moments difficiles, et pour autant, ils n'empêcheront pas, et ils n'empêcheront jamais la majorité d'être là, et d'avoir une majorité sur les textes. Et donc, cette question est devenue un non-événement. Majorité à l'Assemblée peut-être, mais François Hollande est au plus bas dans les sondages. Il a 13% d'opinion favorable. Est-ce qu'il est encore en capacité de gouverner, de réformer ? Il est en capacité de gouverner. Il occupe le bureau et la fonction qui le lui permet, qui l'oblige même à faire ses réformes. Et c'est toujours à la fin d'un mandat que l'on détermine, non pas la popularité, mais que l'on détermine la capacité à continuer ou pas, le sentiment des Français sur la réussite ou pas. Moi, je n'arrête pas le match à la mi-temps. Nous sommes à peine à la mi-temps aujourd'hui de ce quinquennat. Les réformes sont difficiles à mener, elles sont lourdes de conséquences, elles nécessitent une puissance politique, une capacité d'entraînement. Vous pensez qu'il l'a encore ? Oui, mais nous faisons les réformes depuis le premier jour. Donc d'abord, vous avez raison, des réformes, ce n'est pas des tours de prestidigitation, ou ce n'est pas de la baguette magique. On ne fait pas une réforme avec la semaine qui suit le résultat de cette réforme. Malheureusement, cela demande plus de temps. C'est pour ça que je suis particulièrement content que nous ayons pris sur les questions qui touchent par exemple à la compétitivité de nos entreprises et de notre économie, des décisions dès le début du mandat, qui tarde trop aujourd'hui à donner des résultats, et c'est pour ça que je mobilise partout autour. J'ai encore passé l'après-midi hier avec les patrons de la FEP, avec le patron de la CGPME, pour discuter avec eux de la façon dont nous pouvions accélérer la confiance aujourd'hui retrouvée dans notre économie. Mais c'est vrai que les réformes demandent du temps. On va revenir sur les réformes, et nous allons continuer, de l'emploi. Et nous allons continuer à les faire. Il n'y a qu'une question, moi, que je poserai, et je ne la poserai pas, et nous ne la poserons pas avant l'issue des 5 ans. Est-ce que la France va mieux en 2017 qu'en 2012 ? Et c'est à cette question que nous nous préparons aujourd'hui. Justement, en 2012, il y en a un qui n'a pas convaincu du tout à la fin de son mandat, c'est Nicolas Sarkozy. Dimanche, ce week-end, il a annoncé son retour pour prendre la tête de l'UMP avec ambition pour 2017. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous finalement, parce que c'est sur le rejet de sa personne que vous avez été élu. Écoutez, bonne nouvelle pour nous, je ne sais pas. En tout cas, c'est une bonne nouvelle que l'opposition décide de se remettre à travailler. Vous savez, je pourrais paraphraser Malraux qui parlait des gaullistes en disant entre les communistes et nous, il n'y a rien. Depuis 2 ans, entre le Front National et nous, il n'y a rien. L'opposition est absente. Elle est totalement déstructurée, incapable de regarder ce qu'elle a fait, d'analyser et de se remettre en ordre de marche. Est-ce que Nicolas Sarkozy va réussir à faire cela ? C'est son problème, c'est sa responsabilité. J'ai vu des propos qui étaient des propos plutôt vieillots, moi, dans sa conférence de presse. J'ai vu un Nicolas Sarkozy que l'on connaissait. D'ailleurs, c'est ses amis qui en ont parlé le mieux. Dans les quelques heures qui ont suivi, les jugements ont été plutôt critiques sur ce retour, sur les motifs de ce retour, sur le discours de ce retour. Donc, vous n'avez pas été convaincu par son changement ? Je n'ai vu absolument aucun changement. L'humilité était à un niveau qui était très largement égal à celui qu'il avait eu pendant les 5 années du mandat, concédant quelques erreurs, mais ne disant surtout pas où, en citant quelques-unes qui sont tout à fait mineures, un président de la République qui avait une violence encore et un côté revanchard qui n'a échappé à personne dans ce moment, n'a pas mis une seule idée sur la table. Il aurait pu en profiter pour prendre de la hauteur. Pas une seule idée n'a été mise sur la table ou en débat. Bon, voilà, donc je pense qu'il y avait un côté vieillot à sa prestation, un Sarkozy que l'on connaissait et qui d'ailleurs
a engendré les critiques les plus fortes venant de son propre camp. Sur le fond, Bruno Le Roux, il y a eu des annonces sur la fiscalité, notamment cette semaine. Parmi les principales annonces, donc, il y a la suppression de cette première tranche de l'impôt sur le revenu. Et ça suscite toujours pas mal de questions parce que c'est assez flou. Supprimer une tranche, c'est quand même une réforme assez compliquée, disons. 6 à 9 millions de ménages modestes sont concernés, selon le gouvernement. Pour les autres, on se demande ce qui va se passer. Est-ce que les tranches supérieures vont être augmentées pour lisser l'effet de la suppression de la première tranche? Et comment être certain que des contribuables ne vont pas finalement payer plus d'impôts à l'arrivée? Le mécanisme va être précisé dans le cadre des lois de finances qui vont être présentées dans quelques jours. Mais il y a deux choses certaines dans la réforme qui a été annoncée par le gouvernement. Nous étions dans la recherche d'une mesure qui avait été annulée par le Conseil constitutionnel et qui permettait de rendre du pouvoir d'achat à ceux qui sont les plus modestes. Et dans le même temps, nous avons un problème à régler depuis maintenant 2 ans, qui sont les effets de décisions qui avaient été prises par Nicolas Sarkozy. Je pense en particulier à la suppression de la demi-part des veuves, qui est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler sur le terrain, du gel du revenu fiscal de référence, qui fait que des gens sont rentrés dans l'impôt sans avoir de ressources supplémentaires, simplement par cet effet de gel de ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence. Et donc, il fallait une mesure de justice. Le gouvernement en propose une qui est très claire. Faire en sorte que pour tous ces contribuables qui sont modestes ou très modestes, il puisse y avoir une suppression de la première tranche d'impôt qui va donc consister en une baisse nette pour eux et qu'ils vont voir d'une année sur l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'improvisation dans cette annonce? On va supprimer une tranche de l'impôt sur le revenu. Mais il n'y a absolument aucune improvisation et c'est pour cela que tout va être précisé dans la loi de finances. Le deuxième principe, il est très clair. C'est une mesure qui est financée par une baisse de la dépense publique et non pas... Parce qu'il y a 2 façons quand on fait une baisse d'impôt. C'est soit de dire on la compense avec des impôts qui vont être plus élevés pour d'autres tranches, soit on la compense par ailleurs. Là, le choix que nous avons fait, c'est que dans le barème de l'impôt, il n'y aura pas d'augmentation des autres tranches. C'est-à-dire que cette mesure ne sera pas financée, notamment par l'impôt des classes moyennes. Parce qu'on dit toujours qu'on va aller chercher l'impôt chez les plus riches, mais c'est toujours les classes moyennes qui, de toute façon, sont au milieu et sont amenées à payer. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème au fait que 16 millions de Français ne paient pas d'impôt sur le revenu? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut imposer les plus faibles, mais dans le rapport des Français à l'impôt, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose à préserver? Est-ce qu'en supprimant une tranche, on n'est pas en train de dire d'aider en fait la contestation de l'impôt? Vous revenez aux fondamentaux de la République. C'est vrai que la question de l'impôt est primordiale dans notre pays. Elle est même un des éléments de notre déclaration des droits de l'homme, à proportion des facultés qu'a chacun des citoyens. Et donc la question que vous posez est réelle. Moi, je souhaite qu'elle ne soit pas sous-estimée. Quand nous faisons un geste en direction des plus modestes, et que c'est vrai que nous avons trouvé le véhicule fiscal pour le faire, nous allons faire en sorte, pour 9 millions de Français, d'avoir un gain de pouvoir d'achat, ce qui, dans la période, est quelque chose de fondamentalement important, pour redonner confiance. Et dans le même temps, se pose la question que vous posez. C'est-à-dire que il faudrait, et nous le disons depuis d'ailleurs plusieurs années, malheureusement, sans le faire, tellement c'est compliqué, il faudrait une refonte globale. La remise à plat fiscale de votre ami Jean-Marc Ayrault. Voilà, la remise à plat fiscale qu'avait proposé Jean-Marc, dont il a vu d'ailleurs qu'elle était difficile à faire, sur lequel des députés ont travaillé. Dominique Lefebvre, celui qui est responsable au sein de mon groupe des questions finances, est un spécialiste, a fait un rapport sur cette question. Et donc, je ne sous-estime pas la question que vous posez. Quand on fait un geste en faveur du pouvoir d'achat qui porte sur la fiscalité, en exonérant de l'impôt plusieurs millions de Français, on pose en même temps, et on ne peut pas ignorer cette idée que l'impôt va être payé par encore moins de citoyens et qu'il est un mécanisme d'appartenance forte à la République. Elle peut être faite là pendant Non, je pense qu'une remise à plat, ça ne se fait pas dans la deuxième partie d'un quinquennat. Au lendemain de l'élection. C'est trop tard. Je pense que ça demande du temps, ça demande de surmonter des peurs. C'est compliqué de faire une réforme d'un système fiscal parce que là, il y a des gagnants et il y a des perdants. Et il faut passer du temps à expliquer. Et donc, je pense que ce n'est pas un chantier de deuxième partie de quinquennat. C'était quand même une des grandes promesses de François Hollande en 2012. Donc là, en fait, on nous dit qu'on s'assoit dessus complètement et on attend 2017. Il y a aujourd'hui, dans la situation du pays, un certain nombre de réformes qui auraient été porteurs d'anxiété supplémentaire dans une période de crise.
Donc nous avons essayé de faire, du point de vue fiscal, des réformes de justice, nous servant de l'outil fiscal pour essayer d'assurer, là en l'occurrence, du pouvoir d'achat supplémentaire pour les plus modestes, mais la réforme fiscale, celle que tout le monde souhaite et en fin de compte dont tout le monde a peur, je pense que c'est une réforme de début de mandat. Alors Bruno Le Roux, Manuel Valls est actuellement en Allemagne pour rencontrer Angela Merkel, mais aussi négocier avec elle un peu plus d'efforts pour la croissance et peut-être un peu plus de souplesse dans les déficits. Et apparemment, Angela Merkel a décidé de ne rien céder à Manuel Valls, malgré un optimisme de façade. Est-ce que finalement, toutes les mesures pour l'emploi, on a les chiffres du chômage qui vont tomber pour le mois d'août demain et qui s'annoncent encore peut-être mauvais, est-ce que finalement on n'a pas besoin, on n'est pas dépendant de l'Allemagne pour relancer la croissance et l'emploi chez nous? Est-ce qu'on est si dépendant que ça? C'est ma question. Non, nous sommes dépendants aussi de l'Europe. La question européenne est aujourd'hui importante. Quand M. Juncker, le président de la nouvelle Commission, annonce 300 milliards d'investissements, nous disons enfin, nous disons c'est nécessaire, nous disons il ne faut pas attendre, il faut dire vite où et quand nous allons faire ces investissements pour qu'ils puissent permettre d'alimenter la croissance de la même façon que Manuel Valls est aujourd'hui encore en Allemagne pour expliquer les réformes qui sont faites dans notre pays, qui sont des réformes essentielles, et pour dire à l'Allemagne qu'il faut que l'excédent qui est le sien participe à nourrir ce retour de la croissance en Europe et d'essayer de convaincre. Et vous savez, face à une chancelière allemande conservatrice, il y a un Premier ministre français socialiste. Ils n'ont pas exactement les mêmes idées. Et pourtant, nous allons continuer à essayer de convaincre nos amis allemands qu'il faut aujourd'hui qu'ils apportent une pierre supplémentaire au retour de la croissance en Europe. Un peu plus de souplesse dans la gestion des déficits et dans l'objectif de 3%. Et nous allons essayer d'expliquer que les intérêts des salariés français aujourd'hui recoupent les intérêts des retraités allemands. Et qu'ils ont besoin aujourd'hui qu'il puisse y avoir au niveau européen à nouveau cette croissance pour faire en sorte de mieux vivre demain. Et donc voilà, le débat continue. Moi je trouve très très bien que Manuel Valls aujourd'hui ait décidé d'avoir cette relation personnelle pour essayer de dire les blocages ne peuvent pas être des blocages politiques. Il faut qu'on parle de la réalité des choses. Ce n'est pas parce qu'elle est conservatrice et que je suis socialiste qu'on ne doit pas arriver à trouver un accord. On doit parler des véritables réformes, on doit parler de l'Europe, on doit parler de nos peuples, on doit parler de ce que représentent nos deux pays aujourd'hui dans cette nouvelle étape de la construction européenne. Et je crois que c'est en faisant cela que l'on peut forcer à avancer. Autre sujet totalement différent évoqué par François Hollande lors de sa conférence de presse, c'est le service civique qu'il souhaite renforcer. On a une question de Pierre là-dessus. Oui, justement, et les internautes sont assez intéressés là-dessus. Et l'octroi de droits fait partie des propositions du chef de l'État. Est-ce que ça peut être le droit au permis de conduire? Comment est-ce que ça peut se concrétiser, ces droits pour les jeunes qui feraient un service civique? Moi, je souhaite, j'ai mis en place un groupe de travail dès la semaine dernière à l'Assemblée nationale, où je vais inviter les grands mouvements d'éducation populaire, les grandes ONG, les grands partenaires du service civique. J'en discuterai bien entendu avec Monsieur Chérec, mais je trouve cette annonce particulièrement importante et je veux que nous y consacrions des moyens. D'abord parce qu'il y a une dimension civique dans le service qui est importante dans le monde tel qu'il est aujourd'hui avec les dangers. Je pense que le sentiment d'appartenance à une nation, mais en même temps l'ouverture sur le monde que peuvent donner ces moments de service civique sont importants. Ensuite, parce qu'ils peuvent représenter dans la vie de tout jeune de notre pays un moment qui est un moment de partage et un moment d'accès à des savoirs que l'on n'apprend pas forcément ni à l'école ni à l'université. Peut-être même des diplômes, en tout cas des éléments qualifiants. La question du permis de conduire est importante. Moi justement, je souhaite regarder si nous pouvons mettre des fonds demain à disposition de l'Agence nationale qui s'occupe du service civique pour faire en sorte que des jeunes puissent accéder par ce biais et qu'il puisse y avoir une valorisation du service civique. Ça peut faire l'objet d'un texte prochainement, ça, à l'Assemblée nationale? Mais justement, je ne sais pas si c'est un texte ou pas, mais en tout cas des initiatives. Et s'il y a besoin d'un texte, je le déposerai pour faire en sorte que les propos du président de la République deviennent concrets le plus rapidement possible. Quand j'ai installé vendredi matin dernier, au sein de mon groupe, ce groupe de travail, c'était pour donner un caractère très concret, très rapidement, aux propos du président de la République et de faire en sorte que si les jeunes... Parce que l'horizon... Quand est-ce qu'on aura les réponses de ce groupe de travail? Moi, je veux qu'il y ait les réponses dans les prochains jours.
dans les 15 jours qui viennent, que l'on sache déjà ce que l'on peut faire. L'horizon en matière politique est bien souvent un horizon bien trop long. Là, on s'adresse à des jeunes. On leur dit que sur le service civique, il va y avoir des éléments nouveaux. Mais ça ne peut pas être ni dans 6 mois, ni dans 1 an, et a fortiori pas plus longtemps. Donc nous devons raccourcir le temps politique, qui est souvent un temps politique trop long et qui n'est plus adapté à la demande que nous pouvons avoir. Sur le service civique, il y a eu des annonces. Moi, je souhaite que dans les 15 prochains jours, il puisse y avoir déjà des modalités d'action qui soient concrétisées. Alors, à propos de temps politique, il y a la réforme territoriale, autre sujet qui est important en cours d'examen au Parlement. Il arrive au Sénat au mois d'octobre. Ce sera peut-être un Sénat qui sera passé à droite. Est-ce que vous croyez raisonnablement pouvoir tenir le calendrier avant la fin de l'année, le calendrier du vote, sachant que très rapidement derrière, en mars, il y a des élections? Oui, les élections qui ont lieu en mars sont les élections sur les départements. Oui, mais et les départements serait bien qu'on voit clair sur la réforme territoriale. Et notamment sur les compétences, puisque le volet compétences commence seulement à être examiné. Vous avez totalement raison. Il faut bien entendu que d'ici la fin de l'année, nous ayons pu aboutir au nouveau découpage territorial des régions. Cela sera fait et cela permettra ensuite des élections qui se tiendront dans les nouveaux cadres régionaux fin novembre, peut-être début décembre 2015. Ce sera les élections régionales. Et puis, il y aura eu une première lecture du volet compétences sur des départements qui vont être amenés à évoluer. Et donc, il faut bien entendu que pour mars 2015, qui est la date qui a été fixée pour les élections départementales, il puisse y avoir une clarification sur les compétences des départements. Donc, le volet compétences doit être adopté avant les cantonales ou les départementales? Pas forcément adopté. On peut faire les élections régionales, leur terme, c'est mars 2015, elles doivent avoir lieu. Est-ce que ça risque pas de perturber la campagne tout de même, d'avoir un débat sur les compétences des départements, alors même qu'on est en train de voter pour les départementales? Non, je pense qu'il y a des échéances démocratiques sur les départements. Il y aura un texte qui aura été présenté auparavant. Chacun saura à quoi s'en tenir. Et chacun saura notamment que dans notre pays, les départements vont aller dans certains endroits en s'éteignant et en transférant leurs compétences aux régions et aux communautés d'agglomération, voire aux métropoles, que dans d'autres départements les plus ruraux, ils conserveront un rôle majeur. Et donc tout cela sera public, intégré, et pourra donner lieu à une campagne projet contre projet dans chacun des départements. En matière de réforme territoriale, il y a failli en avoir une très grosse au Royaume-Uni, avec le vote pour l'indépendance de l'Écosse qui n'a pas abouti, mais qui a abouti à plus d'autonomie pour l'Écosse. Est-ce que ça peut influer sur la réforme territoriale? Est-ce qu'il peut y avoir plus d'autonomie pour les régions, par exemple? La logique de cette réforme territoriale, à partir du moment où nous faisons des grandes régions, c'est pour qu'il y ait des compétences qui soient mieux assumées. C'est toujours un débat. Moi, j'ai toujours été je pense que les régions ne s'opposent pas à la République. Et je pense que le pouvoir donné aux régions est un pouvoir qui ne distend pas les liens, bien au contraire. Et je le pense, non pas simplement d'ailleurs pour nos régions métropolitaines, mais aussi pour nos territoires qui sont outre-mer, et sur lesquels il y a des débats qui continuent dans un certain nombre d'entre eux, en Nouvelle-Calédonie. Et nous allons avoir dans les prochaines semaines des moments de débat importants sur l'avenir de ce territoire, dont je pense que sa prospérité, le bien-être de ses habitants est fortement lié à la République française. Et que si jamais il y avait indépendance de ces territoires, je ne crois pas d'ailleurs que ce soit ce qu'ils souhaitent, mais il y aurait forcément, on tomberait forcément sous la puissance d'autres partenaires, des partenaires régionaux, qui d'un seul coup s'abattraient, fondraient sur ces territoires. Et je pense que la République donne une capacité à être indépendant, à agir, donne de la force. C'est la même chose pour nos régions. Je pense que le cadre républicain donne de la force, mais qu'il faut aller vers plus de pouvoir et plus de compétences pour les régions. On va passer aux 5 dernières minutes de l'émission, c'est les questions d'actu de la semaine. On va reprendre d'autres actualités de cette semaine pour avoir un nouvel éclairage sur ces actualités. Et c'est Pierre qui commence. Donc, jeudi dernier, l'Assemblée a adopté le projet de loi de lutte contre le terrorisme. Et la loi prévoit des interdictions de sortie du territoire et surtout le blocage administratif des sites internet sans même une décision du juge. C'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Est-ce que c'est quelque chose que, je ne vais pas dire que vous regrettez, mais vous comprenez que... Mais je comprends totalement. Je comprends totalement. C'est dans des cas très précis.
ce n'est pas une mesure qui est d'application générale et qui vise, c'est la lutte contre le terrorisme, avec des précautions qui ont été prises. Et dans un moment où nous aurions une faute énorme à avoir la moindre naïveté par rapport aux moyens qui sont à disposition des groupes terroristes. Et donc, dans la guerre que nous souhaitons leur mener, dans la guerre pour la liberté, parce que c'est une guerre pour la liberté, dans ce combat contre des égorgeurs, je ne comprends pas que l'on puisse quelquefois prendre un des phénomènes et en faire quelque chose qui ici serait liberticide. Un des articles de loi, cette loi n'étant rien liberticide et elle nous exonère d'un délit de naïveté qui serait particulièrement grave dans la période. Elle a fait relativement consensus à l'Assemblée, cette loi, mais par contre, sur Internet, elle a tout de même provoqué des débats assez importants et on parle d'un certain nombre d'entorses finalement au droit pénal qui se multiplient. Est-ce qu'en multipliant les entorses à ce droit pénal, on ne met pas ce droit pénal finalement à un degré de... Elle ne se multiplie pas, il y en a quelques-unes et qui sont dans des circonstances qui sont très particulières et qui ne correspondent pas à l'utilisation totalement normale de l'outil qui est Internet, ni aux sites qui sont des sites totalement normaux. La normalité étant bien entendu la liberté dans ce que je veux dire. Mais je pense qu'on aurait tort de voir dans des mesures qui s'appliquent sur des questions de lutte contre le terrorisme et donc qui sont à l'échelle micro aujourd'hui par rapport à ce qu'est Internet et la toile, je pense qu'on aurait véritablement tort d'être naïf et sous prétexte de liberté d'autoriser ce qui se retournerait forcément contre nous. On va rester dans la région et sur cette question. Donc il y a eu la loi, il y a eu le début des frappes françaises en Irak. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce que le millier, grosso modo, de djihadistes français qui sont partis dans ces pays, de retour en France, ne crée un réseau favorable, propice à des attentats en France? C'est un risque qu'il faut éviter. Le risque existe bien entendu à partir du moment où il y a des Français qui sont partis pour faire la guerre. Ils peuvent revenir. Et donc d'abord, il faut savoir et identifier ceux qui sont partis, empêcher qu'ils soient rejoints par d'autres, surveiller leurs agissements, faire en sorte que leur retour, s'il y a un retour, ne soit pas pour alimenter la guerre contre notre démocratie, contre la République. Donc tout cela est pris en compte aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur. Et si c'est pris en compte, et si cela est pris en compte, M. Roy, c'est parce que le risque existe. Alors on continue la semaine, ou le week-end là plutôt, avec François Bayrou qui tenait son université d'été dans une région qui vous est chère, à Guidel. Il critique la volonté de faire de Sarkozy de faire un remake de l'Union des droites en 2002. Il pourrait faire alliance avec Alain Juppé, il l'a clairement dit. Est-ce que vous ne regrettez pas parfois de ne pas avoir tendu la main à François Bayrou quand il a fait le choix de François Hollande en 2012? Je ne répéterai pas, j'aurais l'occasion de me répéter, ou l'impression de me répéter, si je disais que je pense que nous n'avons pas fait exactement au lendemain de l'élection présidentielle ce que nous aurions dû faire, c'est-à-dire de reconnaître que ceux qui avaient favorisé l'élection du président de la République devaient être considérés comme pouvant participer avec nous à la mise en place d'une politique, s'ils en étaient d'accord. Je regrette que nous ayons été donner une impression qui était une impression de puissance uniquement pour nous dans ce moment d'après-élection présidentielle. Pour autant, François Bayrou est aujourd'hui clairement, depuis maintenant plusieurs semaines, engagé dans cette reconstruction à droite. Bon ben voilà, c'est à lui la question ne se pose plus. La question ne se pose plus et à lui de faire son chemin. Dernier point, lundi, il y a eu la direction d'Air France qui a annoncé le report du plan Transavia à décembre, et pourtant les grévistes continuent le mouvement. Est-ce que vous considérez que c'est une grève de nantis, comme le dit Laurent Berger de la CFDT? Est-ce qu'il fallait céder aux grévistes? Je ne comprends pas les grévistes. Ils ont été formés, c'est des pilotes qui pour la plupart du temps ont été formés en France, particulièrement bien formés, qui volent pour des compagnies françaises. Et ils sont les premiers, je pense, à savoir que les compagnies françaises, aujourd'hui dans la compétition internationale, sont mortelles.
Elles sont attaquées par les low cost d'un côté, elles sont attaquées par les compagnies des Émirats de l'autre côté, elles sont attaquées par les compagnies asiatiques de l'autre côté. Et donc, pour une fois, il y a aujourd'hui des responsables de compagnies françaises, Air France en particulier, mais d'autres, qui essayent de bâtir des stratégies. Et pas des stratégies pour le mois qui suit ou l'année qui suit, des stratégies à moyen terme pour essayer de préserver le pavillon français. Et aujourd'hui, on voudrait les priver de ces moyens. Les compagnies françaises sont mortelles. Et Air France est menacée. Mais bien entendu qu'Air France est une compagnie mortelle, est une compagnie qui peut être menacée, qui peut être mise en difficulté. Et que tout ce que fait la direction, qui le fait d'ailleurs depuis plusieurs mois de façon très très intelligente, très intelligente, avec des négociations qui sont des négociations. C'est pas ce que dit tout à fait le ministre des Transports. Eh bien moi, il y a Alain Vidalis qui a demandé le retrait, le report du plan. Mais le report a été proposé par la direction. Elle en a même proposé, si les pilotes n'arrivent pas à se mettre d'accord avec elle d'ici la fin de l'année, elle en a même proposé le retrait de cette création de Transavia Europe. Et je pense que s'il y avait retrait de ce projet, ce serait un mauvais coup porté à la compagnie et donc un mauvais coup porté aux pilotes aussi, qui sont fondamentaux dans une compagnie. Et donc c'est pour ça que je ne comprends pas ce jusqu'au-boutisme aujourd'hui sur cette grève et que je partage de façon, mais sans aucun doute, la volonté de la compagnie Air France de s'adapter pour ne pas mourir. Donc Alain Vidalis qui estime que la direction, sur la forme en tout cas, n'a pas forcément été très bonne dans la négociation, on va dire, il se trompe? Mais je pense que par rapport à des pilotes qui aujourd'hui ont une arme extraordinaire, celle de ne pas piloter les avions, et donc quand on ne pilote pas les avions, forcément cela met en difficulté une compagnie. Il y a là des moyens qui ne permettent pas donc d'assurer les vols, et il y a de l'autre côté une direction qui a fait ce qu'il fallait. Elle n'a rien à se reprocher, la direction. Et on peut toujours peut-être trouver dans les détails. Mais enfin, le principal crédit que je fais aujourd'hui à la direction d'Air France, à M. Gaget et à M. De Gignac, c'est de réfléchir à moyen et à long terme. Donc au-delà de vous-même, le gouvernement soutient le plan Air France? Écoutez, j'ai entendu en tout cas des propos du Premier ministre qui disait que les propositions de la direction étaient très raisonnables. Et ce que je demande à chacun, c'est de regarder à moyen terme, de voir les dangers qu'il y a aujourd'hui sur ce secteur. Et notamment aux pilotes, de savoir reconnaître que si la compagnie ne s'adapte pas, ce sera beaucoup moins de pilotes dans quelques années, voire plus de pilotes français. On va terminer avec le sujet du jour, le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui même, la Cour de cassation se prononce sur la question de l'adoption des enfants nés d'une PMA à l'étranger. C'est un cas bien concret sur lequel elle doit se prononcer, mais c'est un cas qui peut devenir une généralité, soit faire jurisprudence, soit faire l'objet d'un texte ou d'une modification de texte. Car si le Conseil constitutionnel refuse à ce couple d'homosexuels l'adoption d'un enfant né de PMA à l'étranger, est-ce qu'il ne faudra pas revoir la loi Taubira ? Écoutez, nous allons voir. Il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits sur ces questions et donc je veux être très très prudent. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui sur le territoire français qui ont besoin d'avoir des droits. Ce sont des enfants dont on peut toujours dire qu'ils sont nés ailleurs, d'une procédure qui n'est pas autorisée en France, mais qui vivent aujourd'hui sur notre territoire, qui ont des personnes qui les élèvent, des parents qui les élèvent, qui sont français, et qui doivent se voir reconnaître une identité, des droits. Ça, c'est pour moi fondamental. Et de l'autre côté, il y a la question... Vous espérez que la Cour de cassation valide cette adoption? J'espère qu'il pourra y avoir ouverture de droits pour ces enfants. Et de l'autre côté, il y a une position très claire qui est celle du gouvernement, qui est celle de la majorité que je préside, c'est que nous n'autoriserons pas la GPA dans notre pays. Alors là, on parle de la GPA, hein, mais la PMA, donc la procréation médicalement assistée, qui a été réalisée par une femme qui a eu un enfant et qui souhaite que sa compagne adopte cet enfant. C'est vraiment cette question qui est posée. Oui. Vous savez ma position aussi sur la PMA. Je regrette que nous n'ayons pas légiféré sur cette question au moment où nous avions des textes de société il y a maintenant 2 ans. Bon, la question est aujourd'hui dépassée. Nous allons regarder attentivement la décision qui va être rendue, mais pour l'instant, au moment où je vous parle, il n'est envisagé de légiférer sur aucun texte dans les prochains mois. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Bruno Leroux d'être venu sur ce plateau avec nous. Merci Michel, merci Pierre d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à vous tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, avec un nouvel invité. D'ici là, restez connectés.